Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Ça nous intéresse. Dans un monde où l'économie mondiale s'intègre de plus en plus et où les technologies évoluent à un rythme effréné, de nombreux jeunes entrepreneurs tournent leur regard vers la Chine, un marché d'1,4 milliard d'habitants, doté d'un potentiel de consommation immense et d'un engagement affirmé en faveur de l'ouverture. À ce nouveau stade du développement de haute qualité de la Chine, l'innovation et la coopération deviennent les moteurs essentiels d'un développement gagnant-gagnant entre les entreprises chinoises et étrangères. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir plusieurs jeunes entrepreneurs installés en Chine. Ils vont partager avec nous leur expérience, leur stratégie et leur vision pour réussir sur ce marché en pleine mutation. Alors, je vous présente tout de suite nos invités. Dipo Al-Kourani, dirigeant du studio DFC, une agence de communication digitale et commerce spécialisée dans le développement de marques sur le marché chinois. Bonjour. Bonjour. Ensuite, Ando Ramiliajona, directeur général de Areos Engineering, une société d'engineering et de trading d'équipements industriels. Bonjour. Bonjour. Ensuite, Aladin Faré, producteur et fondateur de CC Prod, une société de services en production multimédia. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Et Moundir Béchari, fondateur BDG de Mindex Jiangyin, une organisation pluridisciplinaire active en Chine, en France, aux Émirats arabes unis et en Thaïlande. Elle propose des services pratiques en éducation, santé mentale, initiatives musérales et conseils en politique éducative et culturelle. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et enfin, Elvin Sunatre, fondateur de SmartNest, une entreprise spécialisée dans l'import-export entre la Chine et l'île Maurice. Bonjour et bienvenue à tous. Alors, vous avez tous une longue expérience de vie et de travail en Chine. Quelles sont les principales motivations qui vous ont incité à développer vos activités en Chine? D'abord, Thibaut. Alors, moi, je pense comme beaucoup, je suis arrivé, j'ai eu l'occasion de découvrir la Chine à travers mon cursus universitaire. Donc, j'ai fait une école de commerce en France qui avait en échange avec une université à Shanghai, Tongji. Et quand je suis arrivé en Chine, je suis tout de suite tombé amoureux du pays. Donc, j'ai voulu y rester. J'ai finalement fait un double diplôme en Chine, ensuite à Pékin. Et pour moi, il était inenvisageable de rentrer en France. Et je pense que j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale. Et c'est vrai que pour moi, la Chine, c'est un marché énorme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est un terrain de jeu formidable en fait pour un entrepreneur. Donc, j'ai tout de suite vu énormément d'opportunités. Et c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose lié à l'évolution du marché au cours de ces dernières années, qui est l'avènement du digital et du e-commerce, avec notamment le paiement mobile intégré. Et c'est vrai que je me suis tout de suite porté plutôt sur cet aspect-là. Je suis diplômé aussi en marketing, donc effectivement, il y avait un lien. Et je me suis rendu compte rapidement que les entreprises étrangères avaient du mal à comprendre vraiment la singularité de ce marché parce que tous les outils, tous les codes et la culture, évidemment, sont très différents. Donc, je me suis dit que finalement, quoi de mieux que faire le pont entre mon nouveau pays d'adoption, duquel je suis tombé amoureux, et mon pays d'origine, la France, où il y a parmi les plus belles marques du monde. Et voilà. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a poussé. Et c'est vrai que ça fait maintenant 8 ans que j'ai cette activité. Le marché continue d'évoluer. Tous les mois, il y a des innovations qui arrivent sur toutes les plateformes. Et du coup, c'est un challenge quotidien, mais c'est génial. Donc, je ne regrette pas du tout mon choix. Elvin, pour vous? J'ai choisi de travailler avec la Chine. Une, c'est parce que j'ai passé beaucoup de temps en Chine et je connais différents suppliers. Et je travaille particulièrement au Shenzhen, c'est parce qu'il y a beaucoup de produits innovants, surtout dans mon secteur, le secteur de l'IoT. Et je peux dire que Shenzhen offre beaucoup d'avantages pour ce secteur. C'est-à-dire le marché est vraiment grand. On peut travailler avec plusieurs suppliers. Les produits sont pas très chers. Et aussi, on a un supply chain vraiment défini. On peut avoir nos produits très rapidement et aussi, c'est facile de communiquer avec eux. Euh, la Chine, je peux dire qu'on a beaucoup d'avantages dans des produits de technologie. Une, c'est la taille du marché, la chaîne d'approvisionnement complète et aussi l'avancée technologique qu'on a actuellement. Moundir, pour vous, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui vous attire sur le marché chinois?
Disons que mon approche a été un peu contre-intuitive, dans le sens où j'ai commencé à travailler ici dans l'enseignement et ensuite dans les médias aussi à travers vous, CCTV, etc. Et en fait, je cherchais plus une forme à long terme d'appliquer à plus grande échelle ce que je faisais, à savoir être expert sur la Chine et avant tout être expert dans les changements sociétaux et sociologiques de la population chinoise que je considère aujourd'hui comme ma famille. Donc avant tout, il y avait vraiment une motivation émotionnelle, comme j'ai ma famille ici en Chine. Et ensuite, j'ai dû appliquer d'une manière entrepreneuriale l'évolution de mon travail. Et donc pour cela, pourquoi l'attractivité de la Chine, c'est avant tout par une familiarité et une compréhension un peu instinctive de Conzi de Wenhua, de cette culture un peu confucienne. Et ensuite, trouver une manière de connecter mes autres, racines, si je peux dire ça ainsi, à savoir le Moyen-Orient et la France. Et donc c'est plus dans ce mariage en fait, culturel que j'ai créé mon entreprise. Donc c'était pas en mode I'm an entrepreneur, let's go do that. C'était plus une conséquence en fait qu'autre chose. Et aujourd'hui, je suis en plein dedans. Et Anto, pour vous, quels sont les atouts du marché chinois, par exemple, pour votre secteur d'activité? D'accord. Bonjour. Donc, juste pour rappeler, donc je suis de formation ingénieur généraliste et donc j'ai commencé en Chine dans la gestion de projets industriels pour accompagner en fait les investissements dans l'industrie lourde. Et donc j'ai accompagné certaines sociétés dans ce domaine, des groupes français notamment. Et donc petit à petit, je me suis aperçu qu'il y avait une rapidité d'exécution en termes d'atouts. Ensuite, pour tout ce qui est sous-traitance, il y a un large panel de sous-traitants qui en fait augmente la compétitivité et donc ce qui permet justement une amélioration des offres de la part des différents sous-traitants qui sont dans le domaine. Et pour vous, Aleta? En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est je pense que je me retrouve un petit peu dans le parcours de Thibaut et de Moundir, c'est-à-dire que d'abord je suis allé en Chine, j'avais aussi plus des questions d'abord d'apprendre le chinois, puis après j'ai trouvé un travail, puis un deuxième travail. Et en fait, c'est au bout d'un moment on connaît un peu le pays et qu'on se dit bah pourquoi pas, est-ce que je pourrais pas créer mon entreprise ici? Donc c'est ce que j'ai fait en 2021. Alors moi, je suis plus sur la question B2B, vraiment c'est business to business. Moi, je travaille plus dans l'audiovisuel et en fait, j'aide plutôt des entreprises chinoises qui veulent faire des projets plus internationaux, guojihua comme on dit, et j'aide aussi des entreprises audiovisuelles françaises et européennes à venir tourner leurs sujets en Chine. Et je pense que l'attractivité du marché chinois, c'est qu'en tout cas, en Chine, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent essayer d'aller un petit peu plus loin que juste les frontières chinoises pour montrer leurs films, leurs documentaires, leurs films d'animation. Et là où j'interviens, c'est par exemple les aider à aller dans des festivals ou trouver des coproductions, ce genre de choses. Et en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent faire ça, qui veulent essayer d'attaquer un petit peu le marché international. Vous êtes tous d'abord attirés par la culture chinoise. Vous avez soit fait vos études en Chine ou vécu en Chine. Après, vous avez développé vos activités ici. Est-ce que cela facilite votre procédure de lancer une entreprise en Chine? Est-il facile de développer, de monter une entreprise en Chine pour les étrangers? C'est sûr qu'en fait, développer une entreprise en Chine, beaucoup de gens, parce qu'il y a un peu une sorte de légende urbaine sur les groupes WeChat, parce que dans tous les francophones, on a nos groupes WeChat ou anglophones ou les groupes d'intérêt. Et en fait, à chaque fois, c'est du style, monter une entreprise, c'est très compliqué, il faut obligatoirement avoir un partenaire chinois. Nanana. Et en fait, alors c'est sûr que si on arrive en Chine et qu'on connaît pas le pays, qu'on connaît pas la culture, qu'on connaît pas la langue, oui, là, vous allez avoir beaucoup de difficultés. Mais j'ai quand même utilisé une agente pour lancer mon entreprise. Mais le processus en lui-même était quand même assez simple, pas très cher. Et c'était pas aussi compliqué que ce qu'on pourrait le penser. Alors moi, j'adore, j'adore l'administratif. C'est peut-être
pas le cas de tout le monde, mais moi, enfin, j'ai créé plusieurs associations en France. Là, je suis en train de créer une entreprise en ce moment même à Paris, et c'est pas si compliqué que ça de monter une entreprise. À l'inverse de quand mes amis chinois me racontent comment ils ont toutes leurs galères à avoir des visas en France, je pense que les choses sont quand même beaucoup plus faciles ici des fois pour lancer des projets. Donc c'est pas facile, mais c'est pas insurmontable loin s'en faut. Moundir, vous avez des choses à ajouter? Oui. Oui. Alors, l'exemple de Aladdin a l'air très simple et tant mieux. Mais avant tout, je pense pour savoir ouvrir une entreprise en Chine, il faut comprendre le pays et voir aussi la Chine de différentes perspectives. Une entreprise à Pékin ou à Zhejiang ou à Shanghai ou à Gansu ou à Guizhou n'auront pas forcément le même process et n'auront pas aussi exactement les mêmes attentes. Avant tout, c'est très important de comprendre le scope, le secteur, le cadre où l'entreprise va être enregistré. Donc, en fonction, en fait, du scope, il y a un grand cahier des charges. Et le cahier des charges va pas forcément être le même en fonction de quelle province on est en Chine. Ça, c'est un. Deux, il faut aussi comprendre que, la manière d'opérer un business se doit de partir d'une perspective neutre. Et c'est pour cela, quand Aladdin parlait des étrangers qui viennent en Chine et qui parlent de légendes urbaines ou autres, je pense que c'est plus de la virginité, entre guillemets, par rapport, en fait, à monter une entreprise. Parce que c'est important de rester open-minded, ouvert d'esprit, en fonction aussi des changements que cela est en train de se produire. Mais je vais rajouter une dernière chose, c'est que ces 2 dernières années, c'est beaucoup plus simple grâce à toute la digitalisation du process. Donc, une fois que tout l'algorithme, en fait, de ouvrir une entreprise est acquis, ça, c'est très simple. Mais avant tout, avant de commencer, il faut bien choisir où on va en fonction, bien entendu, du scope, du secteur de l'industrie. Et ces dernières années, le gouvernement chinois a constamment renforcé l'environnement d'investissement pour les entreprises étrangères en mettant en œuvre une série de politiques pour encourager et attirer les capitaux étrangers. Thibaut, pour vous, comment voyez-vous l'environnement d'affaires en Chine par rapport, par exemple, à ce qui se passe en France? Alors, je vais rebondir juste sur ce que disait Aladdin, parce que je trouve ça très juste. Je pense que créer une société en Chine, il y a effectivement cette légende urbaine où les gens pensent que parce que c'est en Chine, tout est compliqué. En réalité, c'est pas plus compliqué qu'ailleurs et je pense que c'est même peut-être plus simple qu'en France. Avant de rentrer dans le vif du sujet sur votre question, j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs en France et c'est intéressant de pouvoir comparer un petit peu notre évolution, notre développement. Et j'ai le sentiment qu'en Chine, c'est beaucoup plus facile de démarrer son activité. Alors, je ne parle pas forcément de la partie administrative, mais je parle vraiment en termes de développement. C'est vrai qu'en France, dès qu'on va lancer une activité, on va tout de suite être très taxé. Il y a vraiment l'État qui n'est pas forcément avec nous, qui ne va pas forcément nous encourager à accélérer. Alors qu'en Chine, je trouve qu'on est relativement peu taxé au début. Et plus la société va grossir, plus on va payer de taxes. Donc, en fait, c'est finalement un modèle qui est assez pragmatique et à l'image de la Chine, où on est vraiment aidé lorsqu'on démarre et ensuite, après, forcément, quand on réussit, c'est normal de reverser à la société. Ça, c'est la première chose. Il y a quand même un avantage notable. Alors, je ne sais pas si pour vous, c'est le cas, mais moi, en tant que, du coup, fondateur et d'une société à capitaux étrangers, on n'est pas taxé sur les dividendes. Et donc ça, pour le coup, c'est aussi quelque chose qui est forcément intéressant, parce que lorsqu'on démarre une société, on démarre a priori avec des moyens qui sont relativement limités, et le fait de pouvoir réinvestir justement tous les dividendes dans la société permet justement de pouvoir se développer de façon plus pérenne, plus sereine, alors que dans d'autres marchés, c'est vrai que il faudrait reverser davantage, et donc du coup, il y aurait un réinvestissement qui serait limité, et donc une croissance plus limitée. Et Ando, quel est votre point de vue là-dessus? Oui, alors c'est au niveau des avantages, nous, ce qu'on perçoit le plus, c'est au niveau de la simplification des procédures administratives ces dernières années, notamment grâce à la numérisation. Donc, on gagne beaucoup de temps dans les procédures. Ça occasionne moins de déplacements. On va moins dans les administrations pour réaliser les démarches. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très tangible. Elvin, quel est votre point de vue?
Bon, même si on n'a pas une entité légale en Chine, je peux dire que nous avons bénéficié de l'amélioration des procédures. Avant, c'était un peu difficile de passer notre commande. C'était difficile de communiquer avec les suppliers en Chine car nous avions pas des plateformes, etc. Maintenant, c'est devenu de plus en plus facile. On a plusieurs compagnies chinoises qui sont aptes en anglais et on peut communiquer facilement avec eux et ils sont vraiment rapides et ils nous offrent beaucoup de facilités, etc. Et aussi, on sent que les autorités locales nous soutiennent. C'est-à-dire maintenant, on a plus de plateformes où on peut passer nos commandes et aussi, si on a des problèmes, on peut faire entendre nos doléances. C'était pas facile avant. Je pense que les autorités ont travaillé beaucoup pour créer une atmosphère qui est propice pour l'exportation aussi, pour travailler avec des suppliers locales en Chine. C'est vraiment un avantage pour des compagnies comme la nôtre. Vous avez parlé de différences culturelles. Est-ce que les différences linguistiques et culturelles constituent-elles vraiment un obstacle pour réussir sur le marché chinois? On dire? Non, je pense qu'aujourd'hui, en 2025, après, bien entendu, ça dépend où on est. Si on fait un business en Yunnan ou au Guizhou, la langue va être un problème. Mais même ça, parce qu'on est en 2025, la Chine, elle s'est tellement développée, elle est très éduquée. Tout est en anglais ou en chinois. Si on veut faire du bon travail, surtout en tant qu'étranger en général, on va toucher les premières villes de Chine en général en tant qu'étranger. C'est surtout là aussi que les investissements directs étrangers sont surtout dans ces grosses villes. Et dans ces grosses villes, tout le monde soit sait parler anglais ou en tout cas ont une version anglaise. Et s'ils l'ont pas, grâce à tous les outils comment dire informatiques, etc., AI translation, etc., c'est pas un vrai problème. Donc je pense pas que la langue est un problème. Je pense même pas aussi également que la différence culturelle est un défi en soi. Je pense que c'est plus une question de pragmatisme et de maturité. Que demain on fait un business ici en Chine ou en France ou en Inde, il y aura toujours une comment dire, différence culturelle. Mais est-ce que c'est une différence culturelle ou c'est juste une immaturité d'adaptabilité parfois? Et c'est pour ça que moi, je dirais le plus grand défi, c'est la simplification des choses. Et c'est mon problème aussi dans mon travail. C'est que je parle beaucoup et j'ai du mal à simplifier les choses ou cristalliser les choses. Et je pense que quand quelque chose est simpliste, peu importe la langue, c'est universel. Et toutes les grandes entreprises qui réussissent uniquement, surtout grâce à la simplification de leur message et de leur identité professionnelle. C'est là, en fait, la vraie question ou le plus vrai défi. Et je pense que c'est pas un défi juste en Chine. Je pense que c'est juste un défi d'entrepreneur et d'identité de business. C'est comment simplifier son message, son identité, sa communication et avant tout son produit. Sans vouloir trop contredire Moundir, enfin, j'ai remarqué si j'ai arrivé à trouver des clients, c'est pas tant parce que je savais parler chinois, mais la raison pour laquelle on m'a gardé et que les gens continuent à travailler avec moi, c'est parce que je savais parler chinois et je pouvais, à la pause midi, aller déjeuner avec les collègues et parler du dernier film qui était sorti au cinéma. Et je pense que ça permet quand même un peu de fluidifier les relations sociales et on peut pas sortir toujours le traducteur. Bon, c'est juste mon point de vue personnel. Et en dehors, quelles sont vos stratégies pour réussir sur le marché chinois? Oui, alors j'apporte un peu mon point de vue sur le les challenges en Chine. Alors, peut-être un peu contrairement à ce que disaient Paladin et Mondir, dans le domaine technique dans lequel je suis, c'est un peu particulier dans la mesure où la communication est très importante. Et il suffit qu'on se trompe sur un paramètre et une construction va avoir énormément de problèmes par la suite. Et là-dessus, même en parlant couramment chinois, nous, on travaille beaucoup avec les entreprises, des entreprises françaises, des ingénieries françaises, par exemple, qui vont installer des grosses machines en Chine, dans des grandes usines pour l'État chinois. Et même les traducteurs professionnels chinois qui vont traduire entre l'anglais et le chinois vont avoir du mal à transmettre en fait les idées parfois et ça cause problème. Donc là, la communication est quand même très importante dans certains domaines. Ensuite,
Concernant notre stratégie, on voit très bien qu'actuellement, il y a beaucoup de difficultés dans le monde et donc il est très difficile dans certaines industries d'avoir une vision en fait à long terme. Même pour des grands groupes, avoir une vision à 6 mois est compliqué. Donc, les industries que l'on côtoie, en fait, dans dans notre entreprise, nous établissons une vision, par exemple, sur 6 mois, un plan sur 6 mois, et tous les 3 mois, on constate qu'on est obligé d'adapter, en fait, ce plan qui va forcément changer parce que on va, par exemple, avoir un contrat qui va être décalé dans le temps d'1 mois, 2 mois, et il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise plus tellement comme avant. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, heu, on a un niveau de concurrence qui est en train de se multiplier au fil des années. Donc il y a beaucoup de concurrents dans le domaine. Donc c'est effectivement certains concurrents, disparaissent, mais les nouveaux concurrents apparaissent aussi. Donc nous, notre stratégie là-dessus, c'est d'axer beaucoup sur l'innovation. Donc l'innovation dans le service, dans nos offres de services et de produits. Donc on est en train de, voilà, on est obligé de se former en permanence, d'être à la pointe de ce qui se fait dans les industries pour pouvoir en fait avoir une longueur d'avance systématiquement. Pour réussir sur ce marché, il faut d'abord connaître les habitudes des consommateurs. Thibaut, pour vous, quelles sont les différences entre les consommateurs chinois et les consommateurs français, par exemple? Alors, c'est une bonne question. Et pour rebondir sur ce qui a été dit avant, je pense qu'effectivement, c'est quand même malgré tout, en tant qu'entrepreneur, de comprendre le marché dans lequel on est. Donc, la culture reste malgré tout importante. Et moi, au sein de mon activité, on accompagne des marques pour s'adresser à une audience chinoise, principalement dans les villes tiers 1, tiers 2, mais aussi un peu partout. Et pour ça, c'est évidemment important de comprendre les consommateurs et leur culture. Je pense que les consommateurs chinois sont plus curieux que les consommateurs français. Ils ont vraiment une volonté d'apprendre et dès qu'il y a une nouvelle tendance, ils vont toujours souhaiter en savoir davantage. Et d'ailleurs, on observe depuis quelques années vraiment le développement post-Covid de l'expérientiel où on voit qu'ils souhaitent vraiment essayer de nouvelles choses, de nouvelles tendances. On a vu avec le ski, le vélo, l'escalade, etc. Mais c'est aussi des consommateurs qui sont extrêmement pragmatiques. Aujourd'hui, étant donné qu'ils sont extrêmement connectés, ils sont tout le temps sur leur smartphone, sur les différents réseaux sociaux, et en particulier chez Hangzhou, ils vont être capables de regarder, de comparer vraiment les avis des consommateurs, de leurs pairs, et de se faire leur propre avis. Donc aujourd'hui, il ne suffit plus d'avoir simplement une marque française pour pouvoir réussir en Chine. Ça, c'était il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Aujourd'hui, c'est terminé. Et ce sont des consommateurs redoutables. On ne peut plus les piéger et il faut vraiment leur donner toutes les informations. Et c'est un challenge. C'est surtout un challenge d'expliquer ça aux sociétés françaises qui, je pense, aujourd'hui, finalement, ont moins les consommateurs français sont moins demandeurs en termes d'informations, de background sur la marque, alors qu'en Chine, il faut vraiment les nourrir et justifier pourquoi est-ce que notre produit est le meilleur au bon prix et répondant vraiment à leurs problèmes. Donc, je pense que c'est vraiment ça la clé. Mais c'est vrai que je suis assez impressionné par l'évolution de la consommation et des consommateurs chinois. C'est plus du tout les mêmes consommateurs qu'il y a 15 ans. Tout à l'heure, vous avez parlé un peu de la situation internationale. Aujourd'hui, c'est vrai que les tensions actuelles dans le commerce international, telles que les restrictions sur les semi-conducteurs et les guerres tarifaires, est-ce que ces tensions ont un impact sur votre entreprise? Oui, oui, tout à fait. C'est attention des impacts, car en fait, comme nous travaillons avec des grands groupes en Chine, nos clients sont beaucoup plus prudents dans les dépenses et les investissements. Comme je disais tout à l'heure, c'est même des grands groupes ont du mal à planifier sur 6 mois. Donc, ils ont un plan et au bout de 3 mois, il faut qu'ils réadaptent et ils suivent pratiquement même au jour le jour, tous les mois, l'évolution de leur plan. Donc ça, c'est quand même un impact important sur nos activités, mais bon, on s'adapte, on reste agile, on met en place les moyens pour nous adapter, en fait. Il faut cette agilité actuellement pour pouvoir, en fait, naviguer dans ce monde un peu flou où tout est volatile. Quand vous regardez les marchés financiers, vous voyez tout de suite les répercussions de
de ce qui se passe actuellement. Elvin, pour vous? Nous ne sommes pas directement concernés par des conflits comme la restriction sur les semi-conducteurs, etc., car nos produits viennent de Chine et vont directement à l'île Maurice. Mais nous avons ressenti plusieurs effets. Je peux dire que le délai de l'exportation est un petit peu plus long. Et il y a aussi un petit hausse de prix sur les produits, etc. Mais pour limiter ces impacts, nous avons diversifié nos fournisseurs et aussi j'essaie de travailler avec d'autres pays. Mais je peux dire que les fournisseurs en Chine nous offrent des avantages que deux pays ne peuvent pas nous donner. C'est-à-dire, en termes de technologie, la Chine reste une des meilleurs pays au monde pour sourcer nos produits. Et Dipo, comment voyez-vous les répercussions de ces tensions sur le commerce international? Alors, je vais juste rebondir sur ce que vous disiez juste avant. Je pense qu'effectivement, il faut faire preuve d'agilité, mais en fait, je pense que le mot agilité est le synonyme du mot entrepreneuriat. Donc, en fait, même dans une situation où tout se passe bien, il faut être capable de rebondir, d'imaginer, de trouver des solutions pour pouvoir justement avoir un développement pérenne, d'autant plus qu'en Chine, tout va vite. Donc, même si aujourd'hui, on a une activité florissante, dans 6 mois, pour le coup, tout peut avoir changé, la régulation ou autre, et on peut se retrouver en difficulté. Moi, c'est vrai que de mon côté, je vois plutôt les tensions actuelles comme une aubaine, parce qu'en réalité, donc travaillant énormément avec l'Europe, les sociétés européennes avaient tendance à faire beaucoup de commerce avec les États-Unis, et c'était un acquis. Donc beaucoup de sociétés fonctionnaient très bien comme ça, sans forcément avoir le besoin ou l'envie d'aller se développer sur d'autres marchés, parce qu'elles gagnaient très bien leur vie. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, ou du moins l'Europe s'est rendu compte qu'avec les États-Unis, c'était devenu un peu compliqué et qu'il fallait peut-être trouver de nouveaux relais de croissance. Et je pense qu'aujourd'hui, la Chine est devenue un marché incontournable de par sa taille, de par sa croissance, de par son volume, et qu'il est essentiel pour une entreprise internationale d'y être. Et donc, on voit depuis le début de l'année de plus en plus de sociétés qui nous contactent, qui ont été présentes dans le passé, qui ont quitté le marché chinois, ou alors des sociétés qui ne sont jamais venues en Chine et qui souhaitent vraiment développer leur société ici, leurs activités, c'est trouver des clients. Il y a eu d'ailleurs, c'est assez marrant, et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, il y a un bashing sur la Chine qui est assez récurrent depuis des années dans les médias occidentaux. Et on se rend compte que depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, finalement, l'image de la Chine s'améliore, du moins donnée par les médias. Et je pense que ça aide beaucoup. Il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Mais en tout cas, je pense que l'image de la Chine s'améliore pour les personnes qui n'ont pas la chance de connaître ce marché. Et donc, de plus en plus d'entreprises souhaitent venir. Et donc, pour moi, c'est plutôt une bonne situation en réalité. Et aujourd'hui, on constate également une nouvelle tendance du développement rapide de la haute technologie en Chine. Comment les entreprises étrangères peuvent tirer parti de l'écosystème technologique en Chine? La Chine aujourd'hui est un leader dans l'intelligence artificielle, dans les objets connectés, aussi dans la solution de boutique. Pour une entreprise comme la mienne, c'est une chance. On a la possibilité de travailler avec les fabricants directement, de faire du sur-mesure et de tester des idées et aussi de lancer des produits vraiment rapidement. Je pense que c'est un grand avantage pour des entreprises comme la mienne. Et aussi, on a l'occasion de participer dans des salons où on peut découvrir de nouvelles tendances et aussi faire plaisir à nos clients. Je peux dire que c'est une relation de confiance où chacun apporte sa valeur. Et au final, on propose des solutions modernes à nos clients, on peut faire plus d'argent et aussi on peut créer une relation qui est meilleure entre les deux pays. Je pense que c'est comme ça que les entreprises peuvent tirer plus d'avantages en travaillant avec des compagnies chinoises. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission et d'avoir livré vos analyses. Merci pour l'invitation. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Ça nous intéresse. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.